Sonia et Alexandre Poussin, merci de m'accueillir chez vous, au sud de la région parisienne. Alors au-dessus de votre cheminée, il y a une grande carte ancienne de l'Afrique. Ce continent, vous l'avez traversé à pied, tous les deux, du sud vers le nord, du Cap de Bonne-Espérance jusqu'en Israël. Et puis à côté de l'Afrique, il y a cette grande île, celle qu'on appelle l'île Rouge, Madagascar. Et là, de 2014 à 2018, avec vos deux enfants, Philae, 9 ans, et Ulysse, 6 ans, vous avez fait le tour de Madagascar en charrette tirée par des zébus, un moyen de locomotion traditionnel à Madagascar. 4 ans et 3 mois d'aventure à la rencontre du peuple malgache, mais aussi d'hommes et de femmes, laïcs, religieux, d'ONG, de congrégations qui participent au développement de ce pays, l'un des plus pauvres de la planète. Alors cette aventure incroyable, vous l'avez filmée, elle est disponible en DVD, mais vous l'avez également partagée, notamment dans ce premier tome d'un livre que vous publiez chez Robert Laffont, Mada Trek. Alors, tout d'abord, Alexandre Poussin, quand on a déjà vécu une incroyable aventure, comme vous l'avez fait en traversant l'Afrique à pied, pourquoi se relancer dans une nouvelle aventure en entraînant cette fois-ci toute la famille ? En fait, c'est un long processus. Le départ, le redépart, c'est pas une nécessité vitale. On pourrait faire autre chose, planter des choux. Il se trouve qu'on est écrivain, voyageur, réalisateur, documentariste. Donc on aime partir. C'est pas une obligation, c'est pas une punition. C'est un pommier fait des pommes, un voyageur fait des voyages, et un écrivain fait des livres de voyage. Donc on a besoin de voyager pour écrire. Moi, je suis écrivain voyageur. Je suis pas romancier ex nihilo. J'invente pas des histoires. J'ai pas besoin de les inventer. Je préfère aller les recueillir sur terre et pour ça prendre le temps pour le faire. Alors on a mis beaucoup de temps à repartir. On a mis 10 ans. Parce que vous avez eu des enfants en cours de route ? Voilà. Entre la fin d'Africa Trek et le départ de Mada Trek, il se passe 10 ans où en effet on accueille 2 enfants, on achète une maison, on refait une maison, on échoue à repartir une fois, 2 fois. Attendez, pourquoi vous échouez ? Parce qu'en fait, c'était des projets qui n'ont pas abouti. On devait partir dans les Andes, ça s'est pas fait. On devait partir au Japon, il y a eu Fukushima. Voilà, c'est des projets qu'on met 1 an à bâtir et qui ne vont pas naître. Et puis arrive Madagascar, là où on l'attendait pas. Alors pourquoi Madagascar ? C'est une longue histoire. C'est plein de signes. C'est quelque chose étalé sur plusieurs années. Pour faire simple, je crois que c'est des lettres qu'on recevait de Madagascar de la part d'un prêtre missionnaire qui était là-bas, qui aujourd'hui est évêque, et qui écrivait les lettres de Tanzo Moa, qu'il écrivait depuis une mission qui est dans le sud-est de Madagascar, près de Voipen. Et on recevait ces lettres, et c'est diffusé petit à petit, lettre après lettre, en nous, l'évidence qu'on devait aller là-bas pour essayer de répondre aux questions que toutes ces lettres soulevaient, sur la pauvreté, la misère, la diversité, la joie des enfants, la chaleur humaine, et pourtant, tant de drames. Donc voilà, le départ, c'est répondre à des questions. Sonia, quand on a 2 enfants assez jeunes, quand vous êtes partis, Philae avait 9 ans, Ulysse avait 6 ans, quand on part dans un pays comme Madagascar, on va le voir, où à la fois se trouve beaucoup de beauté, mais aussi beaucoup de misère, on n'a pas une certaine appréhension d'emmener ses enfants dans cette aventure ? J'avais une appréhension, mais curieusement, c'était plutôt une appréhension sanitaire. J'avais peur qu'ils attrapent des maladies terribles. C'est quand même un pays où il y a la peste régulièrement chaque année, où il y a la lèpre encore très répandue. Nous, on l'a vu à plusieurs reprises. Bien sûr, le paludisme, c'était le mal qui nous faisait le plus peur. Donc c'était ça, pour tous, plutôt cette partie-là. Et puis bien sûr, toutes les maladies amibes possibles et imaginables. Donc c'était ça que je redoutais le plus. Et d'une autre part, d'un autre côté, j'avais ma famille qui me faisait un peu subir des pressions en me disant « Est-ce que tu trouves ça normal de déscolariser tes enfants ? Tu te rends compte, tu les empêches de sociabiliser, d'apprendre, tu les écartes du savoir. » Alors je leur disais « Oui, mais le savoir, ils vont apprendre plein de choses sur le terrain avec nous. » Mais bon, ça a été difficile déjà de convaincre mes parents qui trouvaient... J'ai une maman qui est slovaque, qui vient du pays de l'autre côté du rideau de fer, et donc elle a réussi, en tout cas moi, dans ma propre scolarité, j'ai jamais loupé en, 8 ans, 10 ans d'études à l'école primaire et collège et lycée, j'ai jamais loupé un jour d'école de ma vie. Et là, initialement, vous deviez partir combien de temps ? Beaucoup moins longtemps que le voyage. Oui, c'est toujours pareil. Avec Poussin, c'est toujours qui tout double. Africa Trek, je l'avais dit, ça sera 19 mois. Ça en a duré le double, 36 ou 38 mois, je sais plus. Quant à Madagascar, j'avais imaginé 1 an et demi, peut-être 2 ans. Ça a duré 4 ans. 4 ans. C'est toujours qui tout double. C'est la règle, en fait.
En vous lisant, je me suis dit quand même qu'il y avait aussi chez vous le désir justement de passer du temps avec vos enfants. Page 328 de votre livre, vous écrivez: toute la journée, en toute occasion, nous parlons avec nos enfants. In fine, c'est peut-être le but premier de ce voyage, participer à leur éducation, les voir grandir. Bravo. Vous l'aviez en tête, cela? Oui, c'était une des idées fondatrices de ce voyage. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de collègues avec qui j'ai fait Sciences Po, des copains qui ont fait des grandes écoles, etc., qui n'ont pas vu leurs enfants grandir et qui s'en plaignent aujourd'hui, mais c'est trop tard. On n'a qu'une vie, il n'y a qu'un temps. Et cette époque cruciale tout est crucial, chaque jour de la vie d'un enfant est crucial. Mais l'éveil au monde, à partir de 3, 4, 5 ans, jusqu'à l'adolescence, ou la préadolescence, c'est vraiment le seul moment où un parent peut ouvrir son enfant aux beautés du monde. Alors, et participer vraiment à son éducation. Et 100% des gens aujourd'hui délèguent cette chose-là à des professionnels qui s'appellent des maîtres d'école, des professeurs, etc. Moi, j'avais pas envie de me faire déposséder de cet amour du monde et cette curiosité, etc. Donc, on a eu envie de les emmener faire cette grande aventure pour être partie prenante de leur éducation et de leur faire vivre la vraie vie des autres et de nous aussi en aventure. L'aventure étant le support de cette éducation. Donc, c'était une volonté d'être full-time avec nos enfants, 24 heures sur 24, de vivre avec eux une aventure fondatrice. Parce qu'après, on sait que les enfants s'envolent, quittent le nid et vivent leur propre vie, de leurs propres ailes et nous échappent d'une certaine façon. Alors, dit comme ça, et j'irais presque vu comme ça dans vos documentaires, on peut se dire c'est merveilleux, cette famille avec 2 enfants qui voyagent avec leurs zébus à travers Madagascar. On peut dire ça, il y a une image très, très belle, hein, on peut même le voir sur la couverture de votre livre, petite vision presque paradisiaque, idyllique sous les baobabs. Quand on vous lit et quand on voit certains passages de vos films, ça a été parfois très dur. Je me suis demandé, est-ce que dans certaines situations, vous vous êtes pas remis en question, voire culpabilisé presque, d'entraîner dans des situations aussi dures, et on va le voir, les conditions dans lesquelles vous avez vécu, voire aussi dangereuses, une sorte de un peu de culpabiliser, d'emmener des enfants dans une telle aventure? Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement eu du danger, et ça, c'est Alexandre qui va pouvoir en parler, parce que c'est lui, essentiellement, qui endossait cette responsabilité. Donc, c'est lui qui a le plus souffert à certains moments dans notre voyage où on a été effectivement un peu en danger, où on a failli être attaqué par des bandits. Donc ça, c'est lui, le pauvre, ça pesait sur ses épaules. Moi, il y a autre chose. Moi, je suis plus fataliste parce que je suis slave et donc pour moi, tout ce qui doit arriver arrive et puis si ça arrive, c'est là et voilà, on va l'affronter quand on l'aura en face de nous. Mais ne nous faisons pas de nœuds au cerveau avant que ça arrive. C'est une grande chance de pouvoir vivre ça. Je l'ai pas choisi pour rien. Hein. Ouais. mais il y a quand même un moment, moi, où j'ai eu un regret et à la fois après, je me suis dit oui, mais c'est arrivé et c'est comme ça. C'est quand nos enfants, quand on a participé à une mission médicale et où on a accompagné des médecins qui venaient comme ça toutes les 5 semaines dans des endroits complètement inextricables et inatteignables, où il n'y a plus du tout de service public, où il n'y a pas de dispensaire, et où des médecins, une équipe de médecins, à peu près une vingtaine de soignants, viennent toutes les 5 semaines prodiguer des soins à des familles perdues. Là, on a vu des choses inimaginable. Donc on est rentré dans le cœur du tissu du pays, là où personne ne va jamais, là où administrateur ne va mettre les... Donc là, la vraie misère. La vraie misère. Et là... Malnutrition, la malnutrition. grave. Et voir la malnutrition, et que nos enfants le voient et le comprennent, à 6 ans, découvrir qu'il y a des enfants qui meurent de faim, ça a été un choc immense pour nos enfants. J'ai vu mon fils qui pleurait en disant mais cette petite fille, il y a une petite fille qui s'appelait Tessa qui est arrivée complètement avec le ventre ballonné comme les images qu'on a pu voir quand on était plus jeune sur le Biafra. À la télévision, à la télévision avec cet écran. Bon, là on l'a vu nous en vrai sous nos yeux, un petit enfant qui était en train de mourir de faim. Et ça c'était une chance pour eux ou au contraire c'était trop violent? Sur le moment, moi j'ai pensé que c'était trop violent et je me suis dit si j'avais pu leur éviter ça, je leur aurais pas imposé une vision aussi effroyable de notre humanité, parce qu'on leur montrait plein de jolies choses, hein. On leur montrait des petits lémuriens, des caméléons toute la journée, c'était merveilleux. Mais là, quand ils ont vu ça, là, c'était une autre réalité de ce monde. Et ça, si j'avais pu, j'aurais souhaité leur épargner. Et puis finalement, ils l'ont vu, on leur a expliqué, on a essayé d'expliquer, eux-mêmes, les Malgaches, l'ont expliqué avec leurs mots, et ils l'ont compris. Donc je pense qu'ils ont un immense avantage sur tous les petits-enfants français du monde, même si c'est arrivé un peu tôt, que j'aurais préféré plus tard, mais c'est comme ça. Ils ont compris beaucoup de choses. Et qu'il faut être heureux maintenant
Il faut vivre maintenant et il faut aider les autres. Visage, Thierry Lyonnais. Nous poursuivons sur RCF cet entretien avec Alexandre et Sonia Poussin autour de leur incroyable tour de Madagascar pendant 4 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé au tout début de votre aventure, ce sont les nombreuses mises en garde dès le début, de la part des Malgaches, voire de la part de Français vivant à Madagascar, mais surtout de la part des Malgaches. Vous arrivez, vous, riche de votre expérience de la traversée de l'Afrique à pied. Fleur au fusil. Fleur au fusil. On va faire le tour de Madagascar. Et là, on vous dit carrément, c'est impossible. Ah, Timeti. En malgache, Timeti. Et surtout le petit qui vient juste avant. Timeti. En faisant un mouvement de tête. Timeti. Alors, comment on réagit, même quand on a la mentalité d'un Alexandre Poussin qui se dit impossible n'est pas Poussin, c'est presque le slogan de la famille. Eh bien, on est sage, on écoute et on met 6 mois à partir. C'était même une blague. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils vont faire le premier pas, quoi ? On a mis 6 mois à partir parce qu'on a compris que ça allait être très difficile et très compliqué. Donc on s'est mis au diapason du pays. Vous savez, il y a ce dicton qui dit que c'est le pays du Muramura. Mura, ça veut dire doucement, et on le dit 2 fois. C'est le doucement, doucement. On double les choses à Madagascar pour leur donner une emphase, du poids. Et donc on a compris ça très vite, que ça serait compliqué. Donc on a commencé par tourner des sujets à Tana, qui est une ville très riche. On a rencontré des gens extraordinaires qui essaient de s'atteler à tous ces problèmes, à tous ces maux. On a rencontré un couple merveilleux qui s'occupe des mineurs dans une prison, une association qui s'appelle Grandir dignement, les époux Muller, qui ont réussi même presque à faire changer la loi malgache, à faire introduire la notion de liberté surveillée. Ils ont réussi à créer un quartier des mineurs dans une prison de majeurs où les enfants se faisaient dévorer, violer, enfin horrible. Et dans le gourbi où ils étaient, ils se faisaient dévorer physiquement par les rats, les oreilles et les narines. Les rats s'attaquent à ça. Et donc ils ont fait un dortoir, puis ils ont fait une cuisine, puis ils ont fait une classe, puis ils ont fait une salle de jeu, et puis ils ont fait une aire de basket. Ils ont considérablement changé le sort de 100 enfants. Donc on a fait des sujets comme ça à Tana qui nous ont permis de comprendre petit à petit, sujet après sujet, rencontre après rencontre, la complexité, la spiritualité et les couches, les strates successives d'histoire qu'il y a dans ce pays, qui a une histoire très ancienne. Mais ce qui veut dire que dès le début de ce voyage, dans l'intuition, dans, je dirais presque le cahier des charges de ce voyage, il y avait le désir d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui essayent de transformer ce pays, d'agir pour un développement dans ce pays. Dès le début, c'était l'intuition de départ. Oui, notre projet, c'était de faire le tour de ce pays et rencontrer des humanitaires, des missionnaires, des gens qui essaient de s'atteler aux problèmes de ce pays, là où le gouvernement ne le fait pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Donc le vide est comblé par plein de gens, par plein d'ONG. Il y a 1000 ONG à Tana, donc on a l'embarras du choix. Il y en a qui sont véreuses et il y en a qui sont hyper vertueuses. Donc on est allé voir l'ambassade de France, ils ont déjà fait un premier dégrossissage. Et surtout, on est arrivé chez quelqu'un, une copine de Sonia de la Légion d'honneur, qui habite là-bas, qui est coopérante, qui s'occupe de la coopération délocalisée entre l'Île-de-France et Madagascar, et la ville de Tana. Donc on pouvait pas mieux tomber. Une fille remarquable qui s'appelle Tamara. Son mari est dans le tourisme. Elle a une agence de tourisme qui s'appelle Destination Madagascar. Détour Madagascar, pardon. Et avec eux, on était déjà de plein pied. Et 3 jours après, on rencontre le frère Jacques Tronchon, qui a une association extraordinaire qui s'appelle l'ASA, qui va être notre première destination, notre premier sujet. Grâce à cette rencontre, on a notre boussole. Parce que Tana est au cœur du pays. On ne sait pas du tout dans quelle direction on va partir. Nord, sud, est, ouest. On avait l'embarras du choix des 4 points cardinaux. Et grâce à cette rencontre, on se dit, on va partir vers l'ouest, vers la mission de l'ASA du frère Jacques Tronchon, qu'on a rencontré au bout de 3 jours. Alors, ce qu'il faut quand même dire, Sonia et Alexandre Poussin, c'est que vous avez construit vous-même votre charrette. Alors, comment l'appeler ? Il y a un nom malgache pour dire la charrette ? Sareti. Sareti, c'est joli. Tiré d'abord par 2 zébus, puis ensuite par 4, parce que 2, ça suffisait pas. D'abord, pourquoi vous, les grands marcheurs, vous qui avez traversé l'Afrique à pied du sud vers le nord, pourquoi partir en charrette à zébus ? Alors d'abord, on avait aussi à cœur le souci de s'inculturer, d'être le plus proche des Malgaches possible, et donc de le moins possible ressembler à des touristes, avec l'appareil photo, le bob, Ricard et les tongs. On voulait quand même être le plus proche d'eux, parce qu'on savait, on voulait faire disparaître la frontière qu'il y a éternellement entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les blancs. On voulait... Oui, mais attendez, Sonia Poussin, soyons vrais. Vous êtes blonde comme les blés. Vous aviez dans votre charrette à zébus du matériel pour filmer. Vous êtes des riches.
Vous êtes des vasas, comme on dit là-bas. Vous êtes toujours des blancs. Et vous le resterez toujours. Toujours, bien sûr. En effet. Notre charrette interloquait. Si on était arrivé en voiture, ça aurait été peut-être plus simple, en effet. Et le fait qu'on soit des vasas, et de fait, ils s'en rendaient compte assez vite, mais notre charrette, ils la voyaient avant. Et les ébus, avant, ils l'entendaient aussi. Une charrette, ça fait cloc, cloc. Cloc, 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 ils l'entendent. Et vous savez, ce sont des gens qui sont très attentifs à tout ce qui se passe dans leur univers, et donc ils voyaient la charrette, ils disent, mais c'est des blancs, des vasas, pourquoi ils sont en charrette? Pourquoi? Alors effectivement, ça apportait parfois des questions inattendues. On a découvert qu'on était, on était suspectés d'être des trafiquants d'organes, d'être des trafiquants d'or, d'être des trafiquants de pierres précieuses, d'être des trafiquants d'os longs. Parce que dans ces campagnes, pas de chance, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vols de sépultures, et dans leur tradition, on ne vole que les os longs. Le tibia, le fémur, l'humérus et le cubitus. Ne me demandez pas pourquoi, enfin si, je sais un petit peu pourquoi. Il se trouve que c'est un fait. Et donc la première chose que les gens voulaient vérifier, c'est qu'on n'avait pas des sacs dans notre charrette, s'il n'y avait pas des os, si on n'avait pas profané des tombes, parce qu'on n'était pas des trafiquants d'os. Et puis attendez, ils voyaient vos 2 enfants aussi. Voilà, alors ça les rassurait, ils disent, bon, étonnés. S'ils sont avec 2 enfants, c'est que ce ne sont pas des trafiquants d'os. Ou alors, les enfants sont là comme un paravent, comme un alibi, pour justement faire du trafic d'organes, pour attirer les autres petits-enfants comme des ogres. D'accord, mais je reviens à ma question. Pourquoi une charrette à zébus? Parce que quand on voit vos films, mais qu'on lit aussi votre livre, on se rend compte des difficultés énormes, et on va en parler, que vous avez rencontrées avec cette charrette, à cause du terrain, à cause des pistes sur lesquelles vous étiez, à cause des rivières qu'il fallait traverser. Bref, ça a été compliqué de voyager avec cette charrette. Quand vous avez fait la traversée de l'Afrique à pied, vous aviez votre petit sac de 7 kilos sur le dos. C'était pas envisageable avec vos enfants de voyager de la même manière? On aurait pu y croire, en fait. Après, je me suis rendu compte qu'on aurait pu le faire sans. Mais seulement après. Sur le moment, ils avaient 6 ans, ils étaient tout petits. On s'est dit, ils vont jamais pouvoir marcher des kilomètres et des kilomètres pendant des jours et des jours, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Donc on s'est dit, il faut qu'ils puissent se réfugier dans cette charrette si jamais ils sont fatigués, si jamais ils sont malades, si quelqu'un est blessé, si quelqu'un a la jambe brisée, il faut qu'on puisse le transporter. S'il pleut, s'il fait chaud, s'il y a des foules. Voilà. Si on avait du matériel d'école, donc on transportait des livres, des cahiers, énormément de choses. Vous faisiez toute l'éducation vous-même. C'est moi qui faisais l'école aux enfants. Donc voilà, on avait ça. Et puis surtout, on avait 2 mois d'autonomie alimentaire pour 6 personnes. Pour ne pas peser sur les gens. Pour ne pas peser sur les gens. À la différence de ce que vous aviez fait en Afrique, où vous étiez souvent invités, accueillis, là, vous étiez autonome. Oui. On était nombreux. 6, c'est beaucoup quand même. 6, parce qu'il y avait des bouviers qui vous accompagnaient, qui vous aidaient, des bouviers malgaches. Oui, des gens qui conduisent la charrette. On savait très bien le faire, on aurait pu le faire, mais si on avait fait que ça, on n'aurait pas filmé, on n'aurait pas documenté, on serait moins occupé des enfants. Conduire une charrette, ça vous occupe 100% de toute votre attention, de toute votre tête. Alors pourquoi la charrette? Donc comme Sonia l'a dit, il y a cette volonté d'inculturation, mais aussi parce que on voulait pas se transformer en colonne coloniale avec 200 porteurs qui portaient tout. C'était quelque chose de beaucoup trop 19e. Le fait d'adopter la vie et les us et coutumes des Malgaches, c'était une façon de se fondre avec eux, de partager leur quotidien. Conduire une charrette, ça veut dire quelque chose pour un Malgache. Donc déjà, on a un sujet de conversation. Ils venaient voir la charrette, ils voyaient qu'elle était mlaïbé, azala mlaïbé saretinao. Elle est dingue ta charrette, elle est trop cool. Elle a un panneau solaire sur le toit, elle a des suspensions, un truc de malade. Tu as même un graissage, Miss Grechas, Miss Pompe à graisse. Là, il y a la pompe à graisse et tout, un truc de fou. Et puis à l'intérieur, Miss Dzira, Miss Saretiku. Il y a la charrette, il y a l'électricité dans ma charrette, 2 tables et tout. Mais jamais ils ont vu ça. C'est la charrette du 21e siècle. Donc déjà, ça créait une relation positive. Donc, au-delà des suspicions, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, ces vasas-là, ils voyaient cette charrette et on leur disait, on est journalistes, pas nos gazettes, on vient faire un film chez vous, documenter ce que vous faites, montrez-nous comment vous plantez le riz, comment vous récoltez le chaume, comment vous faites ci, comment vous faites ça, vos cérémoniels de retournement des morts, la mort, la naissance, les mariages. On s'est intéressé à leur vie. If a zamba locha nyam fisi na wow, tena la faccia locha nye. Mane buna ravotewe na utiako, nyana rano fona nutantara go. Kaulaza kwa no faza tiale mnoa. Ami nauza fale, ami nauza love, ami nautim talba sana tira bula yuve. Amena fino nwanzara kwe Mftaba kwa nawa neka mamye Mftaba kwa nawa tulanye
bula tiante bula pico Sonia et Alexandre Poussin, j'aimerais que les auditeurs réalisent ce que cela a été de voyager avec cette charrette à zébu autour de Madagascar. Vous l'expliquez bien dans votre livre, Madagascar, il y a Tana, la capitale, et partent quelques routes qu'on appelle pompeusement des nationales. Et 5 ou 6, oui. 5 ou 6, qui sont parfois dans un piteux état, mais vraiment. Et vous, par contre, vous vouliez faire le tour. Et vous avez fait le tour, ce que tout le monde vous a dit, c'est impossible. Parce que, alors attendez, expliquez-nous pourquoi c'était impossible selon les Malgaches et ce que vous avez dû faire pour faire le tour, effectivement. Alors, impossible parce qu'il n'y a pas de route. Il fallait inventer la route. Vous descendez cette nationale, vous vous retrouvez sur la côte et vous voulez descendre la côte. Il n'y a que la plage. Et puis, quand il n'y a plus de plage parce que elle était emportée ou qu'il y a un estuaire, parce qu'il y a des mangroves, etc., il faut passer par une piste de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens quand même. Il y a des gens partout. Et les gens se déplacent. Qui marchent ou qui sont avec leur moto. Ils ont des charrettes. Ils ont des charrettes. Un peu moins sur les côtes que sur le haut plateau. Mais notre pari, c'est de se dire, il y a des gens partout. Et forcément, ils commercent, ils échangent entre eux. Donc, forcément, ils ont, eux, des itinéraires locaux. Et la difficulté, ça va être de relier en réseau tous ces itinéraires. Donc on va devoir franchir des fleuves pour rejoindre un autre réseau, franchir des montagnes pour rejoindre un autre réseau, franchir une forêt pour rejoindre un autre réseau. Et on va essayer de, bon an, mal an, tailler notre route à la machette. On a fait des ponts, on a refait 40 ponts avec nos mains. Quand vous dites refaire les ponts, c'est qu'on le voit très bien dans votre film. Effectivement, il y avait des ponts qui étaient là, mais qui ont été détruits. De parties de ce pont étaient pourries. Donc on va chercher dans le fond de la rivière. Il fallait les refaire pour traverser avec votre charrette. C'est ça. On mettait les planches devant, la roue passait et puis hop, on la mettait devant, la planche, la charrette continuait à avancer et puis dès que la roue était arrivée de l'autre côté, hop, on reprenait la planche, on la remettait devant. Enfin, c'était acrobatique. Et quand il n'y a plus de pont du tout, on se débrouille. On faisait flotter la charrette. On lui a mis des bidons, des chambres à air en dessous, comme au scout. Et on l'a tracté avec des pirogues et des piroguiers. Et les zébus partaient à la nage. On a traversé des fleuves de 800 mètres de large. L'Amazone. Quand vous n'avez pas le choix. Timis Safidia, pas le choix. Il a commandé, vous avez besoin d'aller de l'avant. Allez, en avant. Alors, je vous sens aimer cette langue. Ça a été important et fondamental même pour vous d'apprendre. On dit Madagascar, c'est un pays francophone, mais vous avez appris le malgache. Et c'était important pour vous de communiquer en malgache. C'est très très important de communiquer et ça touche tellement les gens quand on fait l'effort de parler leur langue. C'est une clé. C'est une vraie clé. Et en plus, non seulement ils sont enchantés de nous entendre, et puis la langue malgache est très très belle. Elle est très poétique. Alexandre peut vous donner des exemples parce que c'est lui de toute la famille qui parle le mieux. Il a commencé à apprendre la langue en construisant la charrette parce que cette charrette on l'a construite nous-mêmes de nos propres mains. Et ça a pris du temps, effectivement. Mais comme il fallait quand même faire appel pour faire les roues, c'est un spécialiste qui a fait la roue. Il y a 2-3 spécialistes qu'on venait demander conseil. Et à chaque fois, Alexandre, tous les jours, partait à l'aventure dans des petits quartiers incroyables de Tana pour pouvoir échanger, acheter des boulons, des trucs. Et à chaque fois, apprenait petit à petit, jour après jour, à parler le malgache. Et tous les malgaches parlent la même langue ou vous avez eu le problème d'ethnie qui parlaient des langues différentes et de ne pas être compris? Alors, il y a la langue nationale que tout le monde parle, et puis ils ont en plus des petites langues locales, mais on change quelques mots. C'est pas la totalité sauf une ethnie, des 19 ethnies qui constituent ce pays, les Entandjoui, qui là ont vraiment une langue tout à fait différente. Eux parlent très peu malgache, et si on parle pas Entandjoui, on est un peu lost in translation. Mais ils sont très gentils, ils sont très communicatifs, et en fait, ils ont appris le malgache parce qu'ils sont disséminés un petit peu partout sur l'île. Ils sont souvent des gardiens de propriété parce qu'ils sont féroces, ils ont des lances, ils ont une tradition guerrière. Ils sont redoutés de tous. Donc ils sont vigiles de tous les autres peuples et de toutes les autres ethnies un peu partout. Et comme c'est un pays très pauvre, l'Anjouï, leur région du sud, ils ont tendance à migrer et se déplacer partout. Ils étaient traditionnellement voleurs de zébus, mais ils sont marchands de zébus aussi. Donc il y a que les Entandjoui qui parlent différemment. Mais sinon, la langue, on l'a apprise au quotidien. Les 6 mois qu'on a passés à Tana ont été très propice pour ça. Alors, ce qui est très intéressant quand on vous lit, c'est qu'on mesure à quel point ce pays est un pays riche et complexe, terriblement pauvre, un des plus pauvres du monde et dans une situation d'appauvrissement, malheureusement, d'année en année. Et on n'est pas, je dirais, dans un documentaire type découverte de la beauté touristique de Madagascar. On alterne sans arrêt entre des moments de grande beauté,
parce que Madagascar est d'une beauté absolument incroyable au niveau de sa faune, sa flore, mais aussi dans des réalités absolument dramatiques. Et cette complexité, on la retrouve au niveau humain. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de ça. À un moment dans votre livre, vous dites « Ici, tout est subtil, trompeur, aimable, fait de faux semblants et de nuances ». J'aimerais que vous nous expliquiez cela. On a découvert ça au fil des mois et des années, c'est que la culture malgache était très conservatrice. Elle n'aime pas le changement, elle n'aime pas la nouveauté. D'ailleurs, les Malgaches, la façon dont ils se disent bonjour, c'est in vovo, quoi de neuf? Il faut surtout répondre sis vovo, il n'y a rien de neuf. Vous voyez, c'était cet électroencéphalogramme plat de la vie. Il faut pas qu'il y ait de nouveauté parce que la nouveauté est subversive, elle est dangereuse, elle doit amener des compensations. Donc tout notre arrivée qui était un peu nouvelle, était un peu un changement. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces Vasa, était fauteur de troubles. Et il y a eu des commotions, des foules énormes, des 2000, 3000 personnes qui s'agrégeaient autour de nous pour savoir ce que nous faisions là. En quelques minutes. Donc vous avez été une curiosité en permanence pendant 4 ans. Oui, bienveillante. On a eu curiosité bienveillante. 2 syndromes. Le syndrome Patrick Bruel. Tout le monde qui nous court après pour nous voir et nous voir. Le syndrome Frankenstein. Quelle horreur, tout le monde part, disparaît et plus personne dans le village fantôme, genre saloon, les portes qui grincent, tout le monde est caché sous les matelas. On a eu tout ça et c'est assez étonnant d'un village à l'autre. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure en discutant avant de commencer cet entretien, vous m'avez dit nous n'avons jamais été accueillis. Vous avez traversé l'Afrique, vous avez été accueillis pratiquement partout. Petite parenthèse pour l'Éthiopie, où je me souviens, vous aviez eu quelques difficultés. Mais ici, à Madagascar, vous n'avez pas été accueillis. C'est parce que vous ne le vouliez pas, ou parce que les gens sont trop pauvres, ou avec une tradition qui n'est pas celle d'accueillir. En fait, on a été accueillis partout, mais selon leur mode et selon leur modèle. On a été accueillis dans la joie, la fraternité, l'humanité, absolument partout dans tous les villages. On n'a jamais été rejetés, on n'a jamais été victime de racisme ou de je sais quelle exclusion ou ostracisme, mais on n'était pas accueillis au sens où rentrez chez moi, je vais vous offrir à boire, je vais vous offrir à manger, on va partager ce qu'on a. Ça, c'est des choses que les Malgaches ne font pas entre eux. Ça ne fait pas partie de leur culture. Et ils l'ont pas fait pour vous, Vasa étrangers. Non, il n'y a pas le sens de l'hospitalité de l'étranger qu'on accueille. L'hospitalité, c'est viens planter ta tente devant ma maison, et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis dehors. Mais c'est un accueil, c'est considérable parce que la personne qui fait ça s'expose à la vindicte, à la curiosité, à la rivalité. Mais ils ne vous invitent pas chez eux. Non, parce qu'ils ont cette pudeur, ils ne le font pas. Ils ne le font pas entre eux, ils ne le font pas. Parce que donner, c'est être redevable. Recevoir, c'est être redevable, pardon. Donc on ne donne pas pour ne pas créer ce déséquilibre. Donner quelque chose, la gratuité, c'est un mot qui n'existe pas en malgache. Ouais, My Pone, c'est une blague. Quand on dit My Pone, gratuit, c'est pas possible. Il ne faut pas. Donc nous qui venons occidentaux avec notre générosité qui déborde de nos placards et de notre mauvaise conscience, c'est très mal perçu à Madagascar. Ne nous donnez rien. On n'a besoin de rien. On n'a surtout pas besoin de votre excédent de générosité qui est vexatoire pour nous. C'est ça la subtilité. Elle est là la complexité. C'est pour ça que il faut pas donner à Madagascar. Il faut aller, écouter, essayer d'aider si on peut, apporter de l'aide financière matérielle, mais donner des choses, c'est surtout pas ce qu'ils veulent. Alexandre, on vous demande aussi, il y a un moment dans le livre qui est très vrai. Sonia, vous pleurez et vous vous énervez un matin parce que vous avez campé devant la maison d'une famille. Cette famille, vous les avez soignés. Oui, la veille. La veille. On a fraternisé. Vous avez fraternisé. La musique, les chants. Chanté, passé un bon moment. Et en partant, la femme vous demande de l'argent. Et là... En t'arrachant la chemise. Et en me tenant par le col, en me disant, ne t'en vas pas, tu dois me donner quelque chose. Donne-moi de l'argent. Pourquoi, à ce moment-là, vous avez pleuré et vous vous êtes énervé et vous avez été profondément triste? J'étais profondément triste parce que quand c'était le début du voyage. Après, ça s'est pas reproduit de cette manière-là. Et après, j'ai accepté la situation. Qu'au début, j'étais nouvelle. Là, je ne savais pas. Je pouvais pas m'empêcher de comparer avec l'Afrique. Et c'est vrai que si on est parti à Madagascar, c'est parce qu'on avait eu cette merveilleuse, le plus beau voyage de notre vie, c'est ce voyage en Afrique avec ces gens incroyables, de dons, de simplicité, de joie et de joie. Et donc je pensais retrouver les mêmes êtres, et en fait c'était des êtres très différents avec plein d'autres qualités, mais pas celle-là. Et sur le moment, j'étais très blessée. Surtout qu'en plus, on avait partagé notre repas. C'est nous qui avons partagé notre repas. Donc vraiment, on n'avait pas à leur donner quoi que ce soit, à part notre sourire et un merci. Mais nous demander de l'argent, on se disait, mais
c'est incroyable. Oui, genre, j'étais assez blessée. Et Alexandre, vous réagissez là. Comment vous réagissez pour essayer de pacifier Je Sonia? comprends que l'échange immatériel n'existe pas. Et c'est une clé. L'échange immatériel n'existe pas. Il faut qu'il y ait échange. Si je te prends ça, je te donne ça. Il faut que les choses soient équilibrées. C'est l'obsession malgache, c'est l'équilibre. Quand je disais que c'est une société conservatrice. Pourquoi? Alors après, on peut remonter plus loin. C'est parce qu'il y a des ancêtres. Les ancêtres sont très vivants dans la vie de tout le monde. Et donc on a peur des ancêtres, on tremble, on a peur de ne pas faire aussi bien qu'eux, on a peur de faire mal, on a peur de faire bien, parce que si on fait bien, on fait mieux qu'eux. Et ils vont nous en vouloir, ils vont être jaloux d'avoir réussi là où ils ont échoué. Donc tout le monde est un peu pétrifié par ces ancêtres auxquels ils sacrifient tout. L'essentiel de leur fortune part en rituel pour leurs ancêtres. Alors les rituels, après, c'est des rituels dont tout le monde bénéficie. C'est des rituels sociaux, on invite tout le monde, on fait la paix, on se marie, etc. Donc il y a un rôle social de ces rituels, mais la finalité, c'est quand même on dépense beaucoup d'argent, l'équivalent d'un mariage pour un Français, pour un enfant, mais sauf qu'on le fait chaque année. Soit pour un enterrement, soit pour un retournement des morts, soit pour un baptême, soit pour un mariage, soit pour une circoncision. Donc les rituels ruinent les gens, enfin, c'est pas qu'ils les ruinent, ils consacrent tout leur argent à ça, ils sont libres, hein. Ils ont de l'argent, mais ils le dépensent pour ça. Et la paix sociale est faite comme ça. Et donc, l'échange, il doit être contrebalancé. Et donc là, il y avait un échange, ils nous avaient accueillis, hébergés, il y avait un service, entre guillemets, de protection contre les dahals, parce qu'il y avait des dahals partout, on est allé spontanément, les voleurs des ébus, et il se trouve qu'on avait des ébus. Donc on est allé vers eux chercher la protection, on a apporté le repas, les soins, etc., la joie, etc., mais ça ne suffisait pas. Il fallait que... Et c'était dérisoire, la somme. Mais la somme permettait d'équilibrer. Sonia et Alexandre Poussin, j'aimerais que l'on parle maintenant de l'autre volet de cette grande aventure du Tour de Madagascar que vous avez vécu avec votre charrette à zébus, avec vos enfants. C'est, je dirais, action et solidarité. Vous avez choisi d'aider, de soutenir plus d'une trentaine d'associations sur le terrain à Madagascar. Comment est né ce désir de participer au développement, à l'action à Madagascar? L'anecdote qu'on vient de raconter participe de cet éveil. J'ai dit à Sonia, mais Sonia, on est là pour donner. On n'est pas là pour recevoir. Et tu verras le bonheur, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir finalement. Et tout ce qui n'est pas donné est perdu, pour paraphraser le père Sérac. Et en effet, on a découvert qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir, qu'il ne fallait pas attendre. Si on était dans la posture de l'attente, on serait déçu. Arrêtons d'attendre. On était déçus au départ, de toute manière. Quand on est parti, ça a procédé, l'anecdote que vous venez de raconter, a procédé. Moi, j'étais très blessée par le comportement des Malgaches et j'avais du mal, je souffrais d'être à Madagascar parce que mon papa était très très malade, il était en train de mourir d'un cancer et mon père était... Je me disais, mon Dieu, je suis ici au milieu de ce peuple qui souffre, mais avec qui je n'arrive pas à partager de choses, avec qui tout est mercantile, on n'arrive pas à avoir d'échanges désintéressés. Moi, à l'autre bout de la terre, à 12 000 kilomètres, il y a mon papa chéri, unique, que j'aime plus que tout au monde, qui est en train de mourir. Qu'est-ce que je fous là? Donc j'étais tiraillée. Et on a rencontré des personnalités magnifiques qui se sont dévouées à ce pays, qui ont donné. Et on s'est dit, on va les aider à donner. D'accord, mais ce que dit Sonia est très important parce que votre voyage, qui a quand même duré 4 ans, c'est un sacrifice. 3 mois, vous avez été marqués dans votre cœur profondément, l'un et l'autre, par la maladie et la mort. Sonia de votre papa, et Alexandre de votre maman. Oui. Alexandre a perdu sa maman aussi pendant le voyage, et elle d'un cancer du cerveau, et mon papa d'un cancer du poumon. Cela a, comment dire... Ça a noirci notre voyage. Ça a noirci votre voyage. On va le dire vulgairement. Ça a contribué à votre sensibilisation à la souffrance des autres.
Oui, mais alors, ça nous permet de sublimer, parce que nos souffrances étaient infinitésimales et totalement véniales par rapport à celles que eux endurent tous les jours. Ça nous a permis de comprendre la souffrance. On se dit ça quand on perd sa mère à Madagascar? Oui, parce que les gens perdent tout. Ils ont tous plus de parents, ils ont tous perdu 5 enfants, ils ont tous une vie de misère. Et donc, quand on vit avec ces gens-là en brousse, ça nous remet un petit peu droit dans nos bottes. Et nous qui avons tout, on est des enfants de la chance. Même si on a nos parents qui meurent, c'est un peu notre destin. On est quadra qu'un cas, ça nous arrive et ça va nous arriver. Sonia, vous diriez la même chose? Vous êtes Alors plus nuancée? justement, moi je suis plus nuancée. Moi j'ai vraiment fait un vrai voyage vers la bonté et l'indulgence que je n'avais pas du tout. Au début, j'étais même presque en colère contre le peuple malgache. Et je n'arrivais pas à les aimer, je les trouvais indignes, je n'avais pas d'affection, je n'avais pas de tendresse, ce qui est toujours le cas. Et moi, je ne voyage que pour rencontrer, c'est l'unique raison de mes voyages. Ce n'est pas pour les beaux paysages qui sont magnifiques, ce n'est pas pour les magnifiques, la faune extraordinaire, l'endémisme, tout ça c'est magnifique, mais c'est pas ça qui m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'âme des gens, c'est aller à leur rencontre, partager. Et là, vous aviez du mal au début. Ah ben là, j'avais un mal fou, j'étais bloquée, je frappais à la porte, mais je rentrais pas. Et les enfants, ces foules d'enfants nous ont convertis. En fait, quand on arrive à Lhasa et qu'on voit ces milliers d'enfants qui sont scolarisés, qui sont joyeux, qui sont aimants et à qui on donne une chance dans la vie, eh ben voilà, c'est comme ça qu'on sauve un pays. C'est par les enfants. Quand on voit ensuite la mission Armada, qui concrètement ne fait que soigner des enfants. C'était de la médecine pédiatrique qu'ils ont fait, tous ces médecins français le long du fleuve Tiribine. Une mission toutes les 5 semaines, 10 à 12 missions par an, 300 000 consultations depuis la création de cette association extraordinaire. C'est des enfants qu'on soigne, parce que le pays ne le fait plus. Alors, voilà, les enfants nous ont convertis, parce qu'en fait, on marchait toute la journée avec eux, dans leur joie, dans leur bruit, parfois dans leur foule, qui était parfois trop pressante, et qui un peu opprimait les nôtres. Nos enfants étaient parfois obligés de se cacher des foules d'enfants, parce qu'on parle pas à une foule. Alors, quand ils pouvaient jouer et interagir avec des petits enfants malgaches, en jouant avec des cailloux, des petites voitures en plastique, ou des petits jouets de rien, ils étaient très heureux. Ou des petits animaux, des petites bêtes, des canards, des poules, des cochons, des chiens, plein de puces. Nos enfants étaient aux anges. Ils étaient dans leur élément avec d'autres enfants. Mais quand il y avait des foules, ça c'était plus dur. Donc, je voudrais en revenir. Moi, je pense que la mort de mon papa au début du voyage, au bout d'un an de voyage, quand mon père est mort, peut-être que dans mon grand chagrin, parce que j'ai évidemment eu un immense chagrin, que j'ai porté un peu secrètement, que je n'ai pas voulu imposer à ma famille, j'ai pas voulu les plomber, mes pauvres enfants, et mon mari, donc je le gardais un peu pour moi. Peut-être que ce chagrin-là m'a rapproché des Malgaches, et que enfin, peut-être, je me suis enfin... J'ai partagé avec eux peut-être la souffrance, un petit peu de souffrance. Et à partir de ce moment-là, comme en plus, en même temps, on a mis en place des projets, on rencontré des gens extraordinaires qui avaient besoin de choses concrètement, et que nous, avec notre réseau, on pouvait rassembler de l'argent, on l'a fait. Et là, vous l'avez fait de plus en plus. Chaque fois que vous êtes rentré, notamment pour les funérailles de votre maman, à chaque votre fois, papa, chaque fois vous reveniez avec de plus en plus de sous, on avait de plus en plus de succès. Redonner à des gens qu'on connaissait, à des causes qu'on connaissait, à des enfants qu'on avait vus. Donc et à des ONG et à des responsables qui s'occupent d'enfants. Évidemment, j'étais un peu vite. Donc au final, c'est 33 projets, 330 000 euros de notre temps de présence à Madagascar, et ça continue. Aujourd'hui, on est à plus de 400 000 euros, c'est plus de 36 projets, ça continue, on est toujours très liés à ces choses-là. Quand vous rencontrez Gilles et Suzanne Nedelec, qui s'occupent, petits retraités français de Renault-Billancourt, ouvrier à la chaîne, responsable syndical après. Quand vous le rencontrez, lui, qui est marié avec une malgache et qui tous les jours de sa sainte vie nourrit 100 enfants des rues sur le petit marché, le Tsenakel de Ansirabé, c'est 80 centimes d'euros le repas d'un enfant, mais ça fait 90 euros par jour. Et donc vous, quand vous leur avez apporté 10 000 euros, 2 000 d'abord, puis 10 000, et puis on continue à les aider pour maintenir leur action pérenne, parce que eux, ils ne veulent pas créer d'orphelinat, ils ne veulent pas héberger ces enfants parce que c'est des frais fixes, c'est des charges, c'est des impôts, c'est des taxes, c'est du racket ensuite. Ils veulent juste répondre à cette indignation. On ne laisse pas manger des enfants dans les poubelles. Donc je vais leur offrir la gargote, une petite gargotière. On leur organise ça et tous les jours, sauf le dimanche, ils sont nourris par Gilles et Suzanne. Donc forcément, vous voulez aider ces gens-là. Visage RCF.
Sonia et Alexandre Poussin, dans ces actions humanitaires et les personnes qui étaient engagées, il y a des laïcs, vous venez de nous en parler, mais il y a aussi beaucoup de religieux. J'étais assez impressionné en vous lisant de voir le nombre de religieux, notamment de l'Église catholique, impliqués. C'est parce que c'est plus le réseau que vous connaissez, ou c'est parce que effectivement l'Église catholique est très impliquée dans le développement à Madagascar? En fait, on tombe dessus par hasard en brousse, et en fait, il y en a très peu. Mais forcément, vous tombez dessus. Il y en a un tous les 200, 300, 400 kilomètres. Mais ça, c'est plusieurs semaines de marche pour les atteindre. Alors, ce sont des congrégations de religieuses Oui, alors, qui soignent des la lépreux. première, c'est une petite polonaise avec les yeux bleus, perdue en brousse, qui parlait même pas français. La sœur Ivona Kornilouk, extraordinaire. Elle aussi soigne des gens sur son perron. Elle me dit, mais j'ai besoin d'un dispensaire, aidez-moi, via une traductrice, une petite sœur malgache. Moi, je parle slovaque, hein, donc, Ouais, donc on se comprenait. On s'est compris. Et grâce à la générosité d'une femme en France qui avait hérité, qui nous avait entendu à la radio pendant qu'on était rentrés, elle dit, je vais vous donner une partie de notre héritage d'un appartement qu'on a vendu et je vais donner 40 000 euros. Je dis, oulala, 40 000 euros, c'est beaucoup trop, on va diviser ça en 4 et voilà les projets qu'on peut vous soumettre et si vous voulez, on peut vous aider à soutenir le projet de sœur Ivona qui veut construire un petit dispensaire et 6 mois plus tard, le dispensaire était construit. À l'autre côté du pays, on rencontre la sœur Théodora, une vieille espagnole chenue au bord de la retraite et elle nous dit, notre rayon X est en panne, on a des lépreux, on peut plus faire les diagnostics des pathologies, suivre les, etc. Et dit, qu'à cela ne tienne, ma sœur, on va vous trouver un rayon X. Mon Dieu, quelle galère. Ça nous a pris 1 an. Ça coûte 35 000 euros, un rayon X. Alors, il a fallu l'acheter. Et puis, à un moment, on jette l'éponge. On dit, on n'y arrivera pas. On peut pas boucler le budget. Allez, ma sœur, on vous donne 15 000 euros. Démerdez-vous avec ça. Et ce jour-là, c'était le 23 décembre 2016, on reçoit un email de monsieur le docteur Butin qui nous dit, je vais vous donner les 10 000 euros qui manquent. Et on a pu boucler le budget. Le docteur Butin arrivé le jour de Noël. C'est pas un miracle, ça? Sonia et Alexandre Poussin, on pourrait parler pendant des heures. La liste est longue de tous ces hommes, ces femmes que vous avez rencontrés. Il y a bien sûr le fameux père Pedro et bien d'autres, le père Tronchon. Ces hommes, ces femmes qui sont engagés. Mais pourquoi, fondamentalement, pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez pas fait pour Africa Trek quand vous avez fait votre traversée tous les deux. Alors, pourquoi vous avez fait? Fondamentalement, pourquoi? Il y a aussi quelque chose, on voulait que nos enfants apprennent la solidarité. On voulait qu'ils d'abord ils soient frappés par le déséquilibre et la malchance de certaines personnes d'être nées à certains endroits. Eux, ils ont eu de la chance d'être nés en France, dans une famille moyenne, mais qui a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est énorme. Et on voulait qu'ils le comprennent et on voulait que ça leur donne envie un jour, semer des petites graines pour qu'un jour ils soient responsables et qu'ils ne soient pas égoïstes et que sur Terre ils sachent qu'ils ont beaucoup de chance et qu'ils doivent aider et tendre la main aux autres. Il y a un passage de Saint Jean qui dit, je vais mal le dire, ça va pas être les bons mots, mais l'idée est là, c'est l'amour, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Donc on a eu envie d'agir. C'est pour ça que ces missions, on les a appelées Madatrek se rend utile. Être utile, en sachant qu'on est complètement inutile. C'est une goutte d'eau dans l'océan, dans un océan de misère. Mais point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il faut agir. C'est l'optimisme choc de la pauvreté de Madagascar qui vous a fait ça, parce que des écrivains voyageurs, des gens qui tournent des films sur leur voyage, il y en a des dizaines en France. Tous ne s'engagent pas comme ça dans l'humanitaire. Vous, c'est devenu une partie de votre vie. Et ça nous a permis aussi de tenir. Peut-être qu'on n'aurait pas tenu 4 ans si on s'était pas senti utile, généreux. Il y a un grand bonheur à se sentir généreux. Il y a un grand bonheur à faire le bien. Il y a un grand bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Recevoir, là encore, je vais me répéter, il y a un immense bonheur à donner plutôt que de recevoir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a continué. Puis il fallait faire le tour. Une fois qu'on faire a le dit tour ça, du pays. C'est beau, là. Quand je vous entends, c'est beau. Mais en même temps, tous ceux qui connaissent Madagascar connaissent la phase sombre de Madagascar. C'est-à-dire la corruption. Le détournement. Le détournement d'argent. Le vol. Les ONG bidons. Les projets qui disparaissent. Oui. J'ai traversé Madagascar, j'ai vu des villages entiers construits pour sortir des pauvres de Tana, et ces villages, au bout de 7, 8 ans, 10 ans, étaient abandonnés. Donc il y a plein de projets qui échouent. Oui. Comment est-ce qu'on peut garder de l'enthousiasme, comme vous avez, depuis plusieurs années maintenant, quand on sait cette réalité-là, parce que vous la connaissez. C'est vrai que c'est un cimetière d'illusions perdues, Madagascar, et de bonne volonté ensablée, comme c'est un tonneau des Danaïdes. Et pour tout le monde, y compris, vous avez rencontré des gens qui construisent des hôtels, qui essayent de développer le tourisme en aidant les gens autour d'eux. Ces gens-là n'ont que des emmerdements. Vous les décrivez dans votre livre. Je pense à votre ami suisse, Peter. Pierrot. Voilà. Donc, comment on peut garder de l'enthousiasme, du désir de s'engager dans un pays où il y a tellement
tellement de vols, de détournements, de corruption? Parce qu'il faut agir, on n'a pas le choix. Sur les 33 projets de notre présence à Mada, il y en a eu qu'un qui n'a pas eu lieu. Et on devait faire un bloc opératoire pour un dispensaire. Et comme le chirurgien ne serait jamais venu, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Ça a été l'ONG qui l'a fait, qui s'appelle Umada, qui était aussi porté par un homme remarquable qui s'appelle Éric Chartier. Une des raisons pour lesquelles on est venu aussi à Madagascar, il y a eu un faisceau convergent qui nous a attirés là-bas. Et ben, ça a été transformé en citerne pour apporter de l'eau dans la ville de Manombe. Alors au début, c'était un fiasco. Il s'est fait gruger sur le chantier parce que le ciment, il y avait plus de sable que de ciment. La citerne a failli s'écrouler. Il a fallu remettre 10 000 euros au pot pour que la citerne soit faite. Elle a été remise aux clés de la municipalité. Ça ne marchait plus. C'était l'arnaque. Les gens n'avaient pas d'eau. Et finalement, il a trouvé le bon système. Il a privatisé la citerne et les gens qui payent pour l'eau revendent l'eau aux autres. Et donc c'est comme ça que ça marche. Il faut toujours qu'il y ait un système marchand. Comme chez nous, l'eau n'est pas gratuite. Mais qu'est-ce qui fait que les gens tiennent? Qu'est-ce qui fait que des gens tombent littéralement amoureux de Madagascar? Les enfants. C'est les enfants. C'est les enfants. C'est les enfants malgaches, leur joie, leur innocence, leur candeur. Des enfants, c'est des enfants. Ils sont pas responsables de la culture et du pays et de la misère dans laquelle ils sont nés. Et c'est un devoir. On n'a pas le choix. Le père Pedro, quand on l'interviewe, il dit ça. Il dit, mais moi, je bâtis tout ça. Je ne savais pas que je ferais tout ça. Alors attendez, le père Pedro, là, on en parle comme si tout le monde connaissait. Tout le monde ne connaît pas le père Pedro. Sonia, vous pouvez nous présenter le père Pedro? C'est un être exceptionnel. C'est l'équivalent de Mère Teresa aujourd'hui. Il est encore vivant, lui. Donc, il a 70 ans, un peu plus de 70 ans. Il a 70 ans. Il joue au football. Il joue au football, il est magnifique. Incroyable. Il fait pas que jouer au football. Non. Oh là là. Il est d'origine slovène. Il a grandi, ses parents étaient très pauvres. Son papa était maçon. Il vient d'une famille de 11 enfants et ils ont immigré en Argentine où sans doute ils pensaient qu'ils vivraient mieux et bon, ils ont quand même une vie assez frustre. Le pape François était son prof de théologie. Bon, on va pas raconter toute sa vie, mais par contre, son action. Son action est extraordinaire. Il nourrit plus de 65 000 personnes par an. En arrivant sur une décharge, après avoir passé déjà 10 ans dans le pays, donc il connaissait quand même bien le pays, il est arrivé dans une décharge, il a vu que les gens vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté et d'abandon, de pourriture, Il fouillait sur la décharge, quoi. Il fouillait et il devait repartir il était appelé dans une autre mission. 3500 maisons, 100 écoles, 12 hôpitaux, c'est une œuvre immense, avec des chiffonniers, avec des gens qui cassent des cailloux, qui fabriquent des graviers pour la ville de Tana. Donc c'est quelqu'un qui dit, mais moi je n'ai pas le choix, je vois ces enfants, je suis obligé d'agir. Je n'avais pas prévu d'être un prêtre bâtisseur. Vous avez dû bien vous entendre, Alexandre. C'est marrant parce que vous vous êtes rencontrés. Allez, racontez comment vous êtes rencontrés avec le coup de poing. Oui, j'étais attaqué par un de mes ébus, j'ai voulu me défendre, je me suis cassé la main, on était dans le coin le plus pourri du pays sur la RN5, la route nationale 5 qui était une espèce de bourbier sans nom. On y est arrivé, c'était un exploit, tout le monde disait, t'es en charrette, c'est pas possible. On y est arrivé, parce que c'est des motocross qui passent simplement, et évacué vers Tana, vers la Réunion où je me suis fait... Vous aviez donné un coup de poing. Un coup de poing à mon zébu, bêtement, et le zébu à la tête dure, oui. Et j'aurais mieux fait d'avoir un bâton ce jour-là, dans la main. Et ce gars s'appelait Zombie, en plus, ce zébu. On l'avait sauvé de la boucherie, il est ingrat. S'il avait su. Un jour plus tard, c'était quick. Et grâce à nous, il avait encore de l'aventure. Oui, mais vous, grâce à ce coup de poing, vous avez rencontré le père Pedro aussi. Je vais à la Réunion, je me fais opérer, et on revient en convalescence. J'en ai un mois à Tana, et là, évidemment, la rencontre a lieu. On avait déjà 3500 kilomètres derrière nous. On parlait un peu malgache. Il fallait ça. Il fallait ces épreuves propitiatoires pour avoir la chance de pouvoir toucher la tunique du père Pedro. Et non, mais quelle merveille de rencontrer cet homme. Et lui est fasciné par cette petite famille de Français qui a fait le tour du pays. Et il m'appelle Pedro Quel, le petit Pedro. Parce que j'étais barbu, mais pas aussi blanc que lui. Et pas aussi sain, et pas aussi sage. Mais en tout cas, il y a eu une sorte de coup de foudre entre nous, évidemment. Et parce que quand on est invité à sa messe, il y a 10 000 personnes. Et il vous présente, et qui dansent, et il vous présente à la foule. Regardez cette famille de Français qui vient de faire le tour de Madagascar avec leurs enfants. Et toute la foule en délire. La joie, l'amour, c'est ça aussi Madagascar. Et ce potentiel qui demande qu'à être révélé. Vous comprenez ça? Et donc, toutes ces ONG qu'on a vues révèlent ce potentiel. Le père Emeric à Miodinville, à Tanzoumois, avec des handicapés, avec tous les gens qui arrivent déchus, jetés dans les poubelles. Chez lui, il a réussi à faire de l'amour, la cité de Dieu, de l'espérance et de la joie. Vous allez à Tanzoumois, avec tous les cassés du pays, c'est l'endroit le plus joyeux du pays, avec aussi Akamasu, du père Pedro. Makala kimama sukwe
Sonia Poussin, on n'a pas beaucoup parlé de vos enfants. Je suis sûr que beaucoup de gens se posent des questions. Mais comment, pendant 4 ans, ces enfants qui avaient 6 ans et 9 ans au départ, qui ont grandi en faisant ce tour de Madagascar, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Alors, je ne peux pas les interroger, ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Mais comment ils ont vécu ça et qu'est-ce qu'ils ont reçu, à votre avis, de fondamental? Et je pense qu'ils ont reçu un immense sentiment de liberté et je pense que c'est ce qui manque beaucoup à notre société et aux gens qui vivent dans notre société aujourd'hui. Alors évidemment, on est en plein confinement, c'est encore plus cruel. Mais ils ont dans leur cœur quelque chose qu'on ne pourra plus jamais leur retirer, cette liberté incroyable d'avoir pu marcher, vous imaginez, 4 ans pieds nus, sans mettre de chaussures. 4 ans pieds nus. À dormir, pas à la Belle Étoile parce qu'on dormait quand même sous une tente pour se protéger des moustiques parce qu'il y a le paludisme, mais avec le bruit des grillons derrière nous, avec le petit feu tous les soirs, les étoiles, cette vie de sobriété heureuse. Et puis de petits sauvages. Hein. Et d'admirer les animaux. C'est ça. Visiblement, vous avez une fille qui est passionnée par les animaux. Et les deux sont ouais. passionnés. Alors, il y en a un qui est très scientifique. Notre fils Ulysse, lui, il est très scientifique. Donc lui, il va connaître tous les noms de tous les insectes, tous les noms des reptiles. Il les attrape tous. Il a une prédilection pour les reptiles. D'ailleurs, là-haut, on a 2 superbes lézards. Dans votre maison, là, juste juste au-dessus dans sa chambre. Et puis, et notre fille qui adore aussi les animaux, qui a beaucoup d'empathie. Pendant ce voyage, il y a un de nos zébus, malheureusement, qui est mort, qui s'est noyé. Et donc, ça a été un drame. Les enfants ont beaucoup, beaucoup pleuré. Ils ont été très malheureux pendant très longtemps. Ulysse a pleuré pendant 6 mois, tous les soirs. Il faut voir le lien qu'ils ont développé avec les zébus. Il y a des scènes où ils sont couchés contre les zébus. Il y a une affection entre eux. Et ça, les Malgaches étaient fascinés de voir ça, que des petits vasas puissent avoir un lien si fort pour quelque chose qui est si important dans leur culture. Le zébu, c'est cardinal dans la culture malgache. Et donc là, on avait réussi, grâce à nos enfants, ce pari de l'inculturation. C'était grave via le zébu. Mais alors, vous les avez pas isolés des autres enfants? Vous savez, ces questions que vos parents vous que posaient, nos parents nous avaient dit. 4 ans après, vous dites pas que finalement on les a coupés de la société française? Je sais pas On les a coupés des iPhones, de Internet, de TikTok, de Snapchat, de Bloop Bloop et de BitBit. Mais qu'ils ont vite rattrapé, malheureusement. Oui, comme tout le monde, évidemment. Ouais. Mais au moins pendant 4 ans, il y a eu une parenthèse de la virtualisation matérialiste. Ils s'en souviendront vraiment? Je crois. Ah oui. Aujourd'hui, ils nous en parlent. Ils en parlent tout le temps. Ils rêvent d'y retourner. C'est un peu le mythe de l'âge d'or. Ils ont envie d'y retourner. Ils ont envie de repartir. Ah oui, tout le temps. Ils nous demandent tout le temps. Madagascar, ça leur manque énormément. Mais ce qui leur manque, c'est leur liberté. Ils n'ont pas vu la pauvreté, eux. Ils l'ont vu, mais... Ils ont vu des enfants mourir de misère. Mais la pauvreté, non. La pauvreté, c'est un état comptable. Ça n'a rien à voir avec la misère. La misère, ils l'ont vu. Et d'ailleurs, ils pointent du doigt les coupables. Ils sont impitoyables. Ce sont des amoureux de justice. Ces enfants-là sont impitoyables. Ils ne supportent pas l'injustice. Et l'injustice faite aux enfants malgaches, celle-là, ils ont une dent contre les responsables de tout ça. Et donc, ils ont ce moteur-là dans leur vie, je crois. Et puis, ils ont aussi la normalité, ils sont comme les autres. Ils parlent très peu de Madagascar à leurs petits camarades, par exemple, parce qu'ils ont du mal à leur en parler, évidemment. Parce qu'il y a un tel décalage. Ils sont complètement décalés vis-à-vis des petits Français qui n'ont jamais voyagé ou qui sont partis au Club Med. Au Club Med, au Sénégal. Non, ça, c'est vrai. Oui, alors... Un gros décalage pour eux, ça doit être dur, non? Oui. Ça a été dur pour eux. Ça a été de pas pouvoir le partager en rentrant. Bon, notre fille qui est rentrée en plus à la Légion d'honneur, où là, elle en parlait pas du tout. La Légion d'honneur, c'est une école de ceux dont les ancêtres ont eu la Légion d'honneur. Elle la pauvre, je lui fais faire le grand écart. Passer le grand écart, oui. Ouais, le grand écart. Elle a pas mis de chaussures pendant 4 ans et hop, direct, uniforme. Mais elle est très adaptable. Oui, ils sont c'est du délire. On peut les mettre avec la reine des Belges. Et puis le lendemain, avec un petit enfant qui meurt de faim, ils sont partout à leur place, en fait. Alors on a peut-être mis la charrette avant les zébus, c'est peut-être des épreuves de maturité qui n'étaient pas de leur âge, en effet. C'est une vraie objection. Mais est-ce que vous aimeriez, Alexandre et Sonia Poussin, que vos 2 enfants, dans quelques années, prennent la même route que la vôtre, c'est-à-dire qu'ils partent comme voyageurs, comme écrivains voyageurs pendant des années? On plaque aucun fantasme, on n'a aucun désir pour eux d'autre que celui qui trouve leur chemin qui se réalise et qui soit heureux. On leur a donné des armes, mais on ne souhaite pas particulièrement qu'ils soient écrivains voyageurs. Il y en a d'ailleurs ni l'un ni l'autre. Il y en a un qui veut être plutôt ingénieur en robotique cybernétique. Donc vous voyez, on est loin de la charrette à Madagascar. Et Philae, elle... Elle est très artiste, elle dessine très très bien et puis elle c'est un animal social. Elle aime les autres, elle aime les autres, elle aime les autres. Elle voudrait être comédienne aussi, mais enfin bon, ça change. Peut-être qu'elle sera bonne sœur. Elle aime tellement les autres. Et alors vous deux, parce que ça fait quand même des années, ça doit faire plus de 20 ans maintenant, et vous Alexandre, 30 ans, puisque vous avez 50 ans maintenant, que vous menez cette vie d'écrivain, de voyageur. Je m'adresse à Alexandre là. Vous êtes vraiment libre
Ou est-ce que vous êtes dans, je ne veux pas dire le personnage, mais dans cette fonction d'écrivain voyageur, quelque part, toujours à devoir chercher de nouveaux projets, de nouveaux voyages, de nouvelles réalisations. Vous êtes vraiment libre, allez. Je me souviens d'une phrase de philo en terminale, c'était de Kant, qui n'est pas vraiment un rigolo, qui disait « Être libre, c'est respecter les choix qu'on s'est fixés ». Et donc, dans ce sens-là, je suis totalement libre. Le choix, on se l'est fixé, marcher à Madagascar, faire le tour, c'est hyper exigeant. On savait pas que ça serait aussi exigeant. Mais aller au bout, c'est aller au bout de sa liberté, de s'accomplir. Là, je pourrais faire autre chose. J'ai encore 1000 pages à écrire de Madagascar. J'ai encore 1 an de travail. Je préférais peut-être faire autre chose. Mais ça serait une trahison à tout ce qu'on a vécu, à tous les gens qu'on a rencontrés, à tous les projets qu'on a portés. Ne pas finir ces livres, ne pas partir faire autre chose, de plus juteux, de plus brillant, de plus... Parce qu'aujourd'hui, notre société demande toujours ça, du changement. Eh bien non. Du zapping. Écoutez, on a fait ce voyage, on a mis 4 ans. J'ai mis 2 ans à écrire le premier tome. J'ai mis plus de 4 mois à en faire un livre. Après le travail de réécriture et d'écriture. Donc c'est du travail au long cours. Et je crois que ça correspond à ma vie. De plus en plus long, plus en plus lent et plus en plus, j'espère, profond. On vous dit doucement, doucement, malgache. Moura. Voilà. Donc j'ai encore 1 an de travail. Et puis c'est pas fini, cette histoire est pas close, d'autant plus qu'on est très liés. On a cette forêt de Voïboul qu'on essaie de sauver. On lève toujours des fonds pour aider Angélique et Stéphane, qui se sacrifient, qui risquent leur vie au quotidien pour sauver la dernière forêt de la côte Est. Si on est un petit peu responsable, si on a pu les aider à sauver cette forêt, c'est une raison d'exister suffisamment grande. La dernière forêt de la côte Est qui contient la plus petite grenouille du monde, le plus petit caméléon du monde. Si grâce à notre travail et notre énergie, elle vit 50 plus, eh ben on sera pas né pour rien. Merci beaucoup, Sonia et Alexandre Poussin, de votre accueil chez vous, parce que vous avez aussi un toit, hein, vous n'êtes pas que des voyageurs avec votre voiture à zébu. Merci de votre accueil. Je renvoie bien sûr à ce livre qui vient de sortir, le premier tome, donc il va y en avoir 3, Madatrek, donc de Sonia et Alexandre Poussin chez Robert Laffont. Et puis bien sûr, vous avez publié des DVD, on peut se procurer vos films et vos DVD. Je renvoie à votre site internet. Oui, il y a 16 films d'1 heure. C'est 16 fois 52 minutes. C'est un immense travail. C'est sans précédent sur Madagascar. Personne n'a filmé ça. Un film en une version d'1 heure. Pour ceux qui sont pressés, un film normal de 90 minutes. Merci beaucoup de votre accueil à tous les deux. Merci. Merci.